Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à approfondir nos notions de cryptographie. Aujourd'hui, on va parler de chiffrement symétrique et asymétrique. Bon alors, ce qu'on avait vu précédemment sur le chiffre de César, Wigner, ça c'était plus des choses qu'on utilise un peu pour s'amuser dans le cadre des CTF. Mais là, on entre vraiment dans les choses sérieuses et les chiffrements symétriques et asymétriques, c'est vraiment ce qu'on utilise aujourd'hui pour sécuriser les échanges et pour répondre également à certains autres enjeux de la cryptographie. Alors, comme d'habitude, on va faire une overview, on ne va pas rentrer dans le détail des algorithmes pour l'instant parce que on peut vite se confronter à des mathématiques assez complexes. Et c'est pas le but pour l'instant. Notre but, c'est juste de s'initier avec ces technologies. Alors, le chiffrement symétrique, qu'est-ce que c'est? D'où vient ce nom? C'est tout simple en fait, c'est qu'on utilise la même clé aussi bien pour chiffrer un message que pour le déchiffrer, d'où le terme symétrique. Donc on avait vu ce genre de choses, par exemple avec le XOR dans une vidéo précédente, où je prends un message clair, si je veux le rendre euh, secret, eh bien j'applique un XOR avec une clé, et grâce au principe de réversibilité du XOR, je peux appliquer la même clé pour le déchiffrer. Donc c'est très pratique, c'est très performant également. Donc on peut l'utiliser pour chiffrer rapidement de gros volumes de données. Ça c'est le côté positif. Mais par contre ça présente un gros inconvénient, c'est qu'il faut transmettre la clé. Sinon votre correspondant, si vous ne partagez pas la clé avec lui, il ne pourra pas déchiffrer les messages que vous aurez chiffrés avec la clé. Et du coup, comment transmettre la clé de façon sécurisée. Donc en fait, eh bien, ça c'est un grave problème. Et c'est le principal problème du chiffrement symétrique. Alors heureusement, il y a une autre technique pour faire du chiffrement, c'est le chiffrement asymétrique. Alors dans le chiffrement asymétrique, on n'utilise plus une seule clé, mais un couple de clés. Alors, on parle bien d'un couple de clés, c'est-à-dire des clés qui sont liées l'une avec l'autre. Ce n'est pas des clés prises au hasard sans aucune corrélation. Et chaque clé peut déchiffrer un message qui a été chiffré avec l'autre clé. Et on parle aussi de clés publiques et clés privées, tout simplement parce que l'une de ces deux clés, on va pouvoir la distribuer à tout le monde, alors que la deuxième, la clé, donc ça c'est la clé publique, alors que la deuxième, on va la garder secrète, et c'est la clé privée. Et ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que ça résout notre fameux problème là, du chiffrement symétrique de partage de clés. Parce que euh, tout le monde va disposer de la clé publique d'une personne et va donc pouvoir chiffrer un message à destination de cette personne en utilisant la clé publique. Mais par contre, seule la personne qui est supposée recevoir le message dispose de la clé privée permettant de le déchiffrer. Du coup, si le message est intercepté par un méchant hacker, il ne dispose pas de la clé privée, il ne pourra pas déchiffrer le message. Et l'avantage, c'est que les deux personnes qui voulaient communiquer n'ont pas eu besoin d'échanger une clé symétrique dont il faut garantir la confidentialité. Il suffit d'utiliser la clé publique de l'autre. Et le deuxième avantage du chiffrement asymétrique, c'est qu'on peut garantir l'authentification de la personne qui envoie un message. Alors, on reprend classiquement deux personnages qui sont Alice et Bob qui veulent correspondre. Si par exemple Alice veut prouver à Bob que c'est elle qui envoie le message, eh bien Alice peut chiffrer le message ou une partie du message en tout cas avec sa clé privée et l'envoyer à Bob. Bob pourra déchiffrer la partie du message comme d'ailleurs n'importe qui disposerait de la clé publique d'Alice. Donc il n'y a pas de confidentialité. Par contre, comme c'est la clé d'Alice qui permet de déchiffrer le message, on peut être sûr que le message a été chiffré par Alice, par la clé privée d'Alice que seule Alice a, et donc le message vient bien d'Alice, et comme ça prouve l'authentification. On a une sorte de signature numérique. Alors ça c'est très pratique, c'est super, mais malheureusement c'est pas magique. Et les algorithmes de chiffrement asymétrique, alors je vous ai mis quelques exemples, hein, RSA comme
Rivers, Shamir et Adelman, qui sont les trois chercheurs qui ont créé cet algorithme, ou bien les courbes elliptiques, ou encore le Diffie-Hellman, eh bien, présentent un inconvénient très embêtant, c'est qu'ils sont basés sur des calculs complexes, et du coup, ils sont très lents et nécessitent des ressources machines plus importantes. Du coup, quand on veut faire des échanges rapides sur beaucoup de données, ben, c'est pas très pratique. Alors, comment tirer parti du meilleur de chacun de ces deux systèmes de chiffres? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il suffit de les combiner pour échanger uniquement la clé symétrique en utilisant le chiffrement asymétrique. Donc, comme le chiffrement asymétrique est plus lent, eh bien, on ne va pas chiffrer beaucoup de données avec, mais juste la clé symétrique. Et après, une fois qu'on a réussi à s'échanger la clé symétrique, eh bien là, on va pouvoir échanger vraiment les données, y compris en grand volume. Alors, c'est exactement ce qui va se produire lors des échanges HTTPS. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais fait une petite vidéo d'introduction à HTTP pour expliquer comment un client, donc par exemple un navigateur web, pouvait communiquer avec un serveur web. Et HTTPS, c'est simplement la version sécurisée de ce protocole d'échange, le S comme sécurisé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer l'échange, alors c'est ce que je vous ai mis ici, on va commencer l'échange entre le client et le serveur par ce qu'on appelle un handshake, un serrage de main, un petit dialogue. Et au cours de ce petit dialogue, le navigateur et le serveur vont se mettre d'accord sur une clé symétrique. Alors, plutôt que les étapes ici, je vous ai fait un petit schéma. Alors, comment ça se passe? Tout vient du navigateur. Dans le navigateur, on tape HTTPS quelque chose, et donc le navigateur sait qu'il doit établir une connexion sécurisée à un serveur. Alors, donc, il va commencer son handshake. Et il va dire bonjour monsieur le serveur, je voudrais établir une connexion sécurisée avec toi. Le serveur va dire OK et il va répondre au navigateur. Et dans sa réponse, il va mettre deux choses. Il va mettre sa clé publique et il va mettre un certificat. Alors on reviendra après sur ce qu'est le certificat, mais en gros, c'est une sorte de carte d'identité numérique qui prouve que le serveur est bien celui qui dit qu'il est et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui usurpe son identité. Donc toujours est-il que ce certificat et cette clé publique vont arriver sur le navigateur ici. Alors le navigateur va bien sûr commencer par vérifier le certificat, puis il va créer une clé temporaire, et cette fois-ci une clé symétrique, qu'il va chiffrer avec la clé publique du serveur. Et il va le renvoyer ça au serveur. Le serveur, comme il est le seul à disposer de la clé secrète correspondant à sa clé publique, c'est le seul à être en mesure de déchiffrer ce message et donc de retrouver la clé symétrique que le client lui a transmise. Et voilà, à partir de ce moment-là, le client et le serveur partagent cette fameuse clé symétrique et ils peuvent commencer un dialogue en utilisant un algorithme de chiffrement symétrique, beaucoup plus efficace que ce qui a été utilisé pour juste échanger la clé qui était plutôt de l'algorithme asymétrique. Voilà. Alors, si je reviens un petit peu sur la notion de certificat, le certificat, donc je vous ai dit, c'est une sorte de carte d'identité numérique du serveur. Alors, c'est pas le serveur qui décide comme ça tout seul de se créer un certificat. Il doit faire une demande à une autorité de certification. Donc, il y a quelques autorités qui existent. Et une fois que sa demande est validée, il reçoit un certificat. Donc, le développeur doit installer le certificat sur le serveur. Et du côté du client, quand il reçoit le certificat, le client va aller interroger l'autorité de certification pour vérifier que le certificat est bien valide. Et dans ce cas-là, s'il est bien valide, il pourra faire confiance au serveur et il sera sûr que le serveur est bien celui qu'il dit être. Alors dans certains navigateurs, il y a un petit cadenas vert qui apparaît et on a la garantie d'avoir à la fois l'authentification de la personne avec qui on discute et à la fois la sécurisation bout en bout des données grâce au chiffrement. Alors attention,
Ça ne veut pas dire que le site avec qui vous dialoguez est bienveillant. Vous pouvez très bien être sur un site e-commerce frauduleux qui a un certificat valide, par exemple, ou sur un site qui a été hacké ou un truc comme ça, hein. Le cadenas vert, il vous garantit juste la confidentialité bout en bout des échanges et aussi le fait que le serveur est bien celui qui dit être. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que les données qui sont sur le serveur ou le service qui est rendu sur le serveur sont fiables ou honnêtes. Alors, juste pour illustrer ça un petit peu de façon pratique, allons sur Yahoo. Donc là, on est sur https yahoo.fr. Et si je regarde ici, on voit qu'il me dit la connexion est sécurisée. Alors, allons voir ce qu'il me dit. Il me dit que le certificat est valide. Et ici, on peut avoir un certain nombre de détails. On sait pour qui a été émis ce certificat. On sait par qui il a été émis. Donc là, c'est la fameuse autorité tierce de certification. Et on a les empreintes du certificat et de la clé publique. On reparlera de ces notions d'empreinte dans d'autres vidéos. Dans les détails, on peut avoir plus d'informations et ça permet de vérifier un petit peu ce qu'est un certificat de façon un peu plus pratique. Voilà pour cette introduction au chiffrement symétrique et asymétrique. Donc le but n'est pas de devenir expert là, mais juste de comprendre un petit peu les principes dans les grandes lignes pour qu'on puisse plus tard faire des vidéos un petit peu plus avancées. Et en particulier dans certains CTF, on essaiera de casser RSA car c'est possible sous certaines conditions. Et vous verrez qu'il y aura un petit peu de maths, un petit peu de Python et ce sera très intéressant. Voilà, cette vidéo est plus courte que les autres, mais j'espère quand même qu'elle vous aura donné quelques notions complémentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et vive la cyber. Allez, salut!